Bonsoir à tous. Désolé, je ne vais peut-être pas tenir une demi-heure comme on l'a demandé, mais vous aurez certainement beaucoup de questions après moi pour me remplacer quand ma voix sera défaillante. Alors, bonsoir, on va parler fantastique, qui est quand même un univers un peu particulier. Merci pour toi et pour nous, pour cette année. Mais quand on regarde tes premières images, tes premières bandes dessinées, etc., tes premiers croquis, on s'aperçoit qu'il y a toujours un mélange d'humour, de fantasme et fantastique. Donc vraiment, tout déjà, ça remonte à quoi cette histoire? Tu aurais dû me poser les questions avant, je pense que c'est un peu plus spontané. En fait, je ne sais pas très bien. Sinon que dans mon enfance, dans ma petite enfance, je faisais beaucoup de cauchemars. Et ça, c'était assez pénible. Ce qui fait que le soir, j'avais tellement de cauchemars que je me disais, mais j'ai intérêt à ne pas dormir. Et donc je me suis appris à ne pas dormir pour ne pas avoir de cauchemars. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des sommeils extrêmement légers. Je ne sais pas si ça intéresse les gens de le savoir, mais j'ai en tout cas des sommeils plutôt de samouraï aujourd'hui. Donc toujours sur la vigilance, toujours être attentif. Est-ce que ça va comme réponse? On avait un psychiatre, mais enfin c'est un peu bizarre que tu parles de ça au propos de cauchemar, parce que très rapidement ça s'est mélangé avec l'humour. J'ai même vu qu'à un moment donné, tu avais essayé de faire revivre, il y a pas mal d'années, Marchand s'en souvient, puisqu'il parle d'années du siècle précédent, faire revivre le carnaval de Lille. Oui, avec des sorcières d'ailleurs. Oui, c'était dans les années 77, je crois. Hein, je ne sais pas si je suis bon parce que je n'ai pas du tout la mémoire des dates, mais ça devait être dans ces eaux-là. Et on avait créé avec 2-3 copains un groupe qui s'appelait Les Sorcières de Oisem, et qui était donc j'avais fait la sculpture de base, et on avait décliné cette sculpture de base sur une douzaine de personnages, à l'intérieur desquels on se mettait, et on fondait sur la foule. On était donc une vingtaine de porteurs, on fondait sur la foule, et le résultat, ça faisait des scènes de panique incroyables, bien au-delà de nos espérances d'ailleurs. On a failli à plusieurs reprises faire avoir des apoplexies à des petites vieilles, parce que bien sûr on s'acharnait sur les personnes les plus fragiles. Et alors j'ai eu le plaisir dernièrement, parce que j'avais un peu oublié tout ça, et dernièrement il y a un groupe de musique qui a joué dans une petite salle de spectacle, et donc il passait derrière le groupe, passait le film qu'on avait fait à l'époque sur les sorcières de Oisem. Je n'avais pas vu ce film, je n'avais même pas de trace de document de ce film. Et donc j'ai été voir le chanteur, j'ai dit mais comment c'est possible? Il dit mais quand j'étais môme, ces trucs-là, ça m'avait tellement impressionné que quand on est monté sur scène, on s'est dit on va mettre des images derrière nous. Lesquelles on pourrait mettre? On va mettre les sorcières de Oisem. Et donc il a trouvé le document auprès de l'INA, et il passait ce truc, il passe ce truc derrière lui. J'étais complètement estomaqué parce que je pensais que tout ça c'était parti dans l'oubli. Mais voilà. Et donc on peut les retrouver, les voir nous-mêmes. Non, on peut, si on veut, sur l'INA, il y a nos sorcières de Oisem qui existent. On va recherche, on va essayer de récupérer ça. Par ailleurs, tu as recommencé les carnavals, je crois que tu avais appelé aussi dans le sud, c'est un univers qui était. Donc il y a ça 2-3 ans. La ville d'Aix-en-Provence, qui savait que j'avais travaillé sur le carnaval de Lille à l'époque, s'était dit que ça serait bien de me demander si je voulais bien être directeur artistique sur le carnaval d'Aix-en-Provence. Et donc je me suis retrouvé à décliner en fait des tas d'idées sur ce carnaval. Alors là, c'était beaucoup plus important que ce qu'on avait fait à l'époque avec les sorcières de Oisem. Là, il fallait faire des chars, il fallait faire des costumes, il fallait faire des animations, enfin tout une série de trucs comme ça. Et donc apparemment ça a eu lieu, tout le monde était content, même les gens qui étaient totalement hostiles, parce que bien sûr il y avait des groupes carnavalesques qui existaient là-bas à Aix-en-Provence depuis des années, et donc ils s'étaient appropriés leur propre carnaval, et quand ils me voyaient arriver, ils disaient lui vient nous emmerder, lui avec sa science du Nord, on sait faire le carnaval, pourquoi on a besoin de lui, etc. Et à la fin, finalement, il ne voulait plus qu'on se quitte, il voulait que je loge à Aix-en-Provence, que je vienne tous les ans faire un carnaval, etc. Donc ça, j'étais content parce que c'était une sorte de conquête quand même.
finalement, il restait quand même des traces de toute cette envie de faire des grandes installations. Je me souviens de la fontaine que j'avais créée en 2004 pour le capitaine en pleine culture, qui s'est déplacé de Lille jusqu'à Tourcoing. Comment ça t'évolue aussi ça, cette envie de travailler sur la 3D? Voilà. Moi, quand on me demande, je réponds. On m'a demandé si je voulais bien participer à l'île 2004. Je me suis dit, bon, bah d'accord. Et j'ai essayé d'imaginer le truc qui me parlait le plus. Et initialement, c'était une, je ne sais pas si tu te souviens, c'était une sculpture qui devait se gonfler et se dégonfler. En fait, l'idée, c'était de faire une sorte d'horloge sculpturale. Donc, on avait à heure fixe un cœur qui se gonflait, qui battait. Là, si c'était midi, c'était les 12 coups, et puis après, qui rentrait. Voilà, ça, c'était l'idée initiale. Et puis, on l'a mis de côté parce que c'était beaucoup trop compliqué. Il y avait des problèmes de sécurité, il y avait des problèmes de maintenance, et qui a fait que... J'imagine le budget aussi. C'était pas si compliqué en fait. Mais je comprends, et donc on a préféré le faire en dur, et à ce moment-là, c'est devenu, pour que ça continue à être vivant et à être mouvant, on a préféré opter pour une fontaine. Ok. On va revenir un peu à la bande dessinée, parce que c'est intéressant dans l'ensemble du travail que tu as pu réaliser depuis des années maintenant, c'est qu'à la fois un fantastique, un petit peu quotidien idéaliste, qu'on retrouve un petit peu dans les thèmes proposés par la médiathèque, et là c'est plutôt tes aventures à toi, c'est Jean Bouchon. On a un côté un peu plutôt politico-politique, avec Phase de Lune par exemple. On a des côtés beaucoup plus angoissants, les Jodorowsky, etc. Comment tu passes d'un univers à un autre, comment tu t'y retrouves? Donc à chaque fois, on retrouve un univers qui est totalement fantastique, totalement étrange, mais qui garde toujours une partie de l'humour incroyable. Ah ouais? C'était pas possible. C'était pas voulu. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le travail à la limite. Contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure dans le truc, je me demande si c'est l'émergence de l'irrationnel dans le rationnel, ou plutôt si c'est pas l'inverse. J'ai plus l'impression que, au fond, notre univers tangible, c'est un univers qui vient gangréner notre univers imaginaire. En fait, on a tous un univers imaginaire. On est tous peuplés d'un truc incroyable. Celui, par exemple, qui était le mien quand j'étais môme et dont j'avais des cauchemars, en fait, ce que j'ai fait, c'est simplement faire une translation. J'ai pris le cauchemar et je me suis dit, finalement, plutôt que d'en être épouvanté, autant me foutre de la gueule de mes cauchemars. Et petit à petit, en fait, du cauchemar, je l'ai translaté en fantaisie. Et je me suis rendu compte, avec le travail, qu'au fond, ce qui se passe, c'est que on est chacun dans notre univers complètement fantaisiste, mais qu'au fond, tous les jours, il y a le rationnel qui vient gangréner cet univers. C'est une espèce de mini, une sorte d'îlot. Le rationnel, c'est un îlot dans un océan d'irrationnel. Un peu comme dans l'univers de Phase de Lune. L'univers de Phase de Lune, au fond, c'est un immense océan avec une petite île de rationalité. Et on a tellement envie d'y tenir à cette petite île d'irrationalité qu'on est capable d'envoyer à côté tout le reste de l'univers irrationnel. C'est ce qui se passe avec cette aventure, c'est que l'univers irrationnel se rappelle à la rationalité en permanence, comme un tsunami qui arrive et qui dit ben, tout ça, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est plus important, c'est cet irrationnel. Hein. Et donc c'est un peu comme ça que j'imagine mon travail, c'est-à-dire que je laisse toutes les porosités possibles entre notre rationalité, qui nous permet de vivre tous ensemble, bien entendu, et en même temps aussi tous les éléments irrationnels qui peuvent se passer. Par exemple, actuellement, je me dis, au fond, on ne fait pas assez attention aux petites choses. Hein. Je me suis dit, mais je pratique le kendo. Et en pratiquant le kendo, d'un seul coup, alors on est bien, on est dans une belle armure et tout ça, on a un sabre et tout, on a un mec en face de nous qui est prêt à nous taper dessus à la moindre occasion. Et puis d'un seul coup, il y a un tout petit gravier sous la plante du pied. Et d'un seul coup, petit gravier, et il nous fait nous déséquilibrer.
j'étais impeccable, j'étais dans une parfaite noblesse, etc. Prête, dans une offensivité impeccable. Et d'un seul coup, il y a un tout petit gravier qui fait que je perds l'équilibre. Et en fait, je pense que le fantastique, il est dans ces petites choses-là. C'est ces petites choses-là qui peuvent mener à des catastrophes. Mais comme on est habitué, dans notre univers spectaculaire, hein, à ce que les choses prennent des proportions pour qu'on y fasse attention, on ne fait plus attention à ces petites choses parce que, en fait, si on y faisait attention, on empêcherait le mégot de cigarette de faire un incendie de forêt. Or, aux actualités télévisées, c'est mieux d'avoir un incendie de forêt qu'un mec qui écrase une cigarette avec son pied. Et je pense que ça fait qu'on ne fait plus attention à ces toutes petites choses. Mon père, s'il est mort, c'est à cause de son chien qui s'est enroulé autour de son pied. Le chien était petit comme ça. Et il s'est enroulé autour de son pied. Mon père a basculé, il est tombé par terre, on l'a emmené par le SAMU à l'hôpital. Et en fait, tout ça s'est dégradé et ça l'a amené à mourir. Mais au fond, le truc initial, c'est ce petit truc à la con d'un chien qui empêtre quelqu'un dans ses chambres. Voilà, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Alors bien sûr, quand on fait de la bande dessinée, on est obligé de donner des images, une certaine amplitude. Hein. Mais au fond, cette amplitude, elle vient des petits attachements aux petites choses. Justement, tes scénaristes, quand ils viennent te voir, ils ont déjà des idées préconçues parce qu'ils te connaissent là-dessus, ils ont déjà discuté sur ce point-là, sur le fait que tu inverses le quotidien, l'imaginaire et puis la réalité qui est du ou c'est toi qui les pousse dans un sens particulier? Quand je travaille avec des scénaristes, en fait, on mélange nos trucs. Hein. On est un couple, on dit on va. Un peu comme les gamins dans une cour d'école. On dit tu veux être mon copain? Ouais, je veux bien être ton copain. Et après on joue, on va jouer à ça. Et donc on commence à élaborer une histoire en disant ah bah oui, si, il se passait ça, et puis ça, et puis. Et par exemple, les premières fois où j'ai travaillé avec Alexandro Jodorowsky, Alexandro il venait chez moi et il commençait à me raconter l'histoire. Il dit alors il y aura une vague énorme, tout ça. Il montait sur la table, il saccageait mes fauteuils et tout ça pour me raconter l'histoire. Et moi, pendant ce temps-là, je ramais, je notais tout. Et on s'amusait comme ça au fond. Hein. Et le début de Phase de Lune, c'est une sorte d'amusement à deux. Qui ensuite, bien sûr, c'est un petit peu assagi, parce que heureusement il a vieilli, donc il monte plusieurs étapes, il reste dans son fauteuil, il me saccage moins mon mobilier.